On va commencer par vous proposer, Philippe, ou te proposer de te présenter qui tu es, quel mouvement, et après on va pouvoir passer aux questions. Alors moi je suis donc Philippe Tillet, je suis le président du mouvement européen de Seine-Maritime, qui est la représentation en Seine-Maritime de mouvement européen France, qui lui-même est la représentation en France du mouvement européen international. Et le mouvement européen, ça existe, c'est une association européenne qui existe depuis 1948 et qui a porté sur les fonds baptismaux ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Je crois que l'un des tout premiers responsables du mouvement européen était Churchill, par exemple. En fait, c'est ces personnes-là, Monnet, Churchill, qui, au sortir de la guerre, dit qu'il faut mettre en place un dispositif qui nous permette de ne plus jamais avoir la guerre en Europe. Et ça a débouché sur... D'abord, il y a eu les prémices autour de ça. Ensuite, on a été créé le mouvement européen. Et puis derrière, les institutions, la Commission européenne, la Communauté européenne de charbon et de l'acier, etc., etc. Très bonne présentation, en plus sur un plan un peu historique. Ça nous permet de nous remettre dans le contexte, Philippe. Ce dossier de candidature a une particularité parce qu'il va jusqu'à travers l'Europe avec plus de 6 villes, avec 6 pays. Hein. On parle de l'Allemagne, on parle de la Norvège, on parle de la République tchèque, on parle du Royaume-Uni, on parle de la Macédoine et l'ensemble d'autres grandes villes. Et ce lien justement de connexion pour parler des valeurs européennes, des valeurs communes autour de la solidarité, autour justement aussi de cette éducation. Quelle est votre idée par rapport à ça et votre façon de penser ? Nous, on se retrouve complètement dans la dynamique initiale, se dire effectivement que l'Europe, c'est un vaste continent, il y a une culture européenne, même s'il y a débouché sur beaucoup de... si elle est issue de beaucoup de conflits, de beaucoup d'antagonismes, etc., mais qu'il faut effectivement travailler à construire cette Union européenne, cette Europe de la culture, cette Europe politique. On dit que Jean Monnet a dit que si un jour il devait recommencer l'Union européenne, la construction européenne, il commencerait par la culture, parce que la culture, c'est ce qui va unir les citoyens. Et effectivement, la construction européenne, elle a été faite aujourd'hui d'abord par les entreprises, par les acteurs économiques, pour dire vite. Et donc, quelque part, c'est un peu les élites qui ont construit l'Union européenne. Et ce qu'on reproche d'ailleurs beaucoup à l'Union européenne, aujourd'hui, ce qui fait qu'elle est mal aimée, souvent par nos concitoyens, c'est qu'elle est loin des concitoyens. Les concitoyens ont l'impression que l'Europe ne s'occupe pas d'eux, qu'elle les empêche de vivre, etc. Et nous, d'ailleurs, en tant que mouvement européen de Seine-Maritime, on a axé notre travail, non pas pour rapprocher les citoyens de l'Europe, mais pour rapprocher l'Europe des citoyens. C'est essayer de faire venir l'Europe au plus près des citoyens pour que les citoyens voient en quoi l'Europe leur apporte des choses dans le quotidien de leur vie. Tu viens de résumer tout à fait le slogan « Si loin, si proche hein, », si proche, on peut le dire. Philippe, si je peux me permettre de te poser une question, est-ce que par rapport à ce projet, on est peut-être capable de tisser une grande toile artistique et culturelle ? Alors, moi, je ne suis pas particulièrement quelqu'un d'artistique. Et moi, quand j'aborde la question culturelle, c'est beaucoup plus sur le sens anthropologique. Ça, c'est ma culture personnelle, c'est mon parcours professionnel, plutôt que sur le sens artistique du terme. Et effectivement, en termes de toile culturelle, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais nous, en tant que mouvement européen, par exemple en Seine-Maritime, on a organisé, une de nos activités, c'est d'organiser des séminaires de réflexion sur des thématiques qui sont proches de l'Union européenne. Et il y a 2 ans maintenant, on avait organisé un séminaire sur les friches industrielles. Avec cette idée, c'est que d'abord, on regardait autour de nous. En Seine-Maritime, on a plein de friches industrielles qu'il faut reconstruire, il faut réhabiliter. Il y a toutes les problématiques autour de l'environnement, de qu'est-ce qu'on fait, comment on a des pollutions, reconstruire sur la ville, etc. Et on s'est aperçu en préparant ce travail-là qu'en fait, c'était une thématique de l'Europe, qu'on retrouverait partout en Europe. Et ça s'explique très simplement, c'est que l'économie industrielle, les industries, c'est d'abord né en Europe. Les pays comme les États-Unis, ils étaient encore, entre guillemets, sous-développés, que nous, on avait déjà une très riche industrie. Et effectivement, nous, tous les pays de l'Union européenne, en tout cas, sont aujourd'hui confrontés à la reconversion de leur industrie, de leur friche industrielle. Donc ça participe de l'identité. Alors, on peut parler que c'est une toile culturelle. C'est intéressant. Voilà, effectivement, de comment on passe de la société industrielle
à la société post-industrielle. Et c'est tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur l'Union européenne, faire revenir, arrêter de construire nos voitures en Chine, les faire revenir en Europe, etc. etc. quoi. Comment on peut parler à cette jeunesse européenne, si je peux me permettre de le dire, pour justement leur donner cette sensibilité et peut-être de réincarner justement les valeurs de l'Union européenne? Nous, notre travail, on va essayer de le faire là parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 9 juin prochain, on va voter pour les élections européennes, on va élire nos parlementaires. Donc nous, on va essayer justement de rapprocher le Parlement européen de nos concitoyens. Et on va essayer de montrer à nos concitoyens, et notamment aux jeunes, ce que l'Europe et ce que leur vie quotidienne doit au travail des parlementaires européens, par exemple. Alors je prends un exemple, deux exemples tout simples, qui concernent notamment les jeunes. La connectique numérique. À partir du 1er janvier prochain, tout appareil électronique qui se vendra en Europe et plus tard dans le monde auront tous le même branchement. Eh bien ça, c'est le Parlement européen qui l'a fait adopter par l'Union européenne. L'Union européenne l'a adopté. Et comme l'Union européenne, c'est le premier marché mondial, quand l'Union européenne adopte une norme, elle devient la norme mondiale. Ce qui veut dire que très rapidement, on n'aura plus un cordon pour son téléphone, un cordon pour sa tablette, un cordon pour son ordinateur. Je change de téléphone, je change de cordon. On aura le même. Et si vous regardez aujourd'hui, si vous allez acheter un nouveau produit électronique sur le marché, ils ont tous le même cordon, y compris Apple. Donc Philippe, si je comprends, tu es en train de dire aussi, c'est que c'est de véhiculer justement une information et un message comme quoi l'Union européenne, c'est aussi un impact sur notre vie, notre quotidien et tout ce qui touche un peu. Tout à fait. Et ce qui est important là-dessus, je reprends cet exemple du cordon, si ça a été possible, c'est parce qu'on est un marché de 500 millions d'habitants, c'est parce qu'on est un marché unique, parce qu'on a un Parlement européen qui parle au nom des 500 millions, et que ça pèse. On aurait été nos 70 millions de Français, nos 80 millions d'Allemands, chacun de deux côtés. Jamais on n'aurait pu imposer ça au monde. Tandis que ça, en étant unis sur cette question-là, et là, ça fait une économie protection de l'environnement, une économie de matières premières, une utilité, un confort d'utilisation. Vous allez chez votre copain, chez votre copine, vous prenez sa connectique, vous branchez votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, ce que vous voulez. C'est extraordinaire, ça. Et ça, on le doit au travail des parlementaires européens et on le doit à l'Union européenne. Et il y a plein d'exemples comme ça qui nous concernent dans notre vie quotidienne et qui tous les jours viennent nous protéger. Alors Philippe, en préparant le sujet par rapport à cette question avec l'Europe, j'ai un proche qui m'a demandé de poser la question. Donc je vais retranscrire. Allons-y si je sais répondre. La question justement du changement d'heure et qui est un vrai débat au sein de l'Union européenne où il y a une vraie difficulté entre les horaires et entre j'ai perdu le terme. Où il y a un décalage entre les heures. D'une heure à peu près. D'une heure. Et la question, c'est de dire, est-ce qu'on passe de l'heure d'été définitivement On entend que ça discute à l'Union européenne. Vous avez une Normalement, réponse ? ça avait été décidé. D'accord. Qu'il n'y aurait plus qu'une seule heure. On arrêtait le changement horaire. La pandémie, voilà, le virus, a bloqué toutes les décisions. Et il y a des gens qui ont décidé de remettre ça sur le tapis. D'accord. Alors, c'est reparti en discussion. Alors, très franchement, je ne sais pas si ça a été arbitré définitivement ou si ça va l'être et dans quel sens. Mais normalement, ça avait été décidé qu'à l'horizon 2023, d'ailleurs, je crois que c'était 2023, on ne changeait plus d'heure. Sauf que la décision a été reportée. Et comme elle a été reportée, il y en a qui remettent sur le tapis cette affaire-là. Alors ça risque d'être un peu compliqué parce que comme par exemple il va y avoir les élections européennes, ça va changer. Si on n'arrive pas à décider avant l'élection, le temps que le nouveau Parlement se mette en place, que les commissions, etc., on va repartir pour un an. D'accord. En tout cas, merci pour cette réponse. Philippe, en continuant par rapport à ce sujet, par rapport à cette candidature pour la capitale de la culture, est-ce qu'il y a un vrai impact, une fenêtre de tir justement pour pouvoir recréer un peu le débat et de s'investir auprès des populations du territoire ? Après, ça dépend de comment c'est fait. On a un exemple qui est connu de tout le monde, c'est Lille. Lille, capitale européenne de 2004. Il y a Lille avant 2004 et il y a Lille après 2004. Et qu'est-ce que tu peux donner comme avis ? Comme avis, c'est qu'avant 2004, Lille, c'était une ville du nord de la France. C'était les ruines industrielles, pour le coup. C'était les anciennes mines, les anciennes industries textiles, métallurgiques, etc. C'était une ville et je la connaissais parce que j'y allais des fois,
pour des raisons personnelles. C'était une ville qui se lamentait. Et avec capitale européenne de la culture, c'est une ville du nord de la France est devenue le sud du nord de l'Europe. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens aujourd'hui d'Europe, Lille, c'est le point d'entrée nord de la France, c'est le sud de l'Europe. Et c'est devenu une affaire de rayonnement incroyable. Mais sauf que là, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la ville de Lille, là c'est le génie de Pierre Mauroy, qui était le maire de Lille à l'époque, quand il a posé la candidature, c'est qu'il a réussi à mettre autour de la table tous les acteurs, que ce soit les grands industriels comme Bonduel, comme Auchan, etc., que ce soit le monde associatif organisé, pas organisé, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les grandes administrations. Il a réussi à mettre tout le monde autour de la table, à casser des barrières et pour développer des coopérations extraordinaires, des choses qui ne se faisaient pas auparavant. Je prends, alors, pour venir sur le domaine culturel, je prends l'Opéra de Lille, par exemple, qui avait le symbole justement de l'art pour les élites, repliées, etc. Eh bien, avec Fusillé, là, qui était le directeur de l'époque, ils ont décidé d'externaliser l'opéra dans tous les territoires de la métropole. Et où donc les enfants qui allaient dans les MJC, etc., ils rencontraient là les danseurs, les chanteurs, ils mariaient les chœurs de l'opéra avec les chorales de quartier, etc., etc. Et ça a créé une dynamique. Aujourd'hui, ils en sont à Lille 3000. Et on était en Lille 2004, aujourd'hui ils sont à Lille 3000. Il y a d'une certaine manière un peu la même chose à Marseille avec le Mucem. Puis après, il y a d'autres endroits où les capitales, quand on l'a vu uniquement sous l'angle architectural, sous l'angle purement artistique, sur donner un coup de peinture sur les musées, sur les choses comme ça, ça a un effet pendant quelques mois, et puis après ça retombe, quoi. Mais après, ce qui est vraiment, c'est pour ça que moi je fais le lien avec la culture au sens civilisationnel, si on veut, c'est que ça va nous permettre, nous, si on réussit capitale européenne de la culture, c'est de développer une nouvelle approche du vivre ensemble et une nouvelle manière pour inventer le monde d'après. Le secrétaire général de l'ONU hier a dit on a commencé le grand effondrement, même si a priori il y a une erreur de traduction, mais c'est-à-dire que le monde d'après est en a et on va pas le maîtriser si on n'y prend pas garde. Ça veut dire que là, il faut vraiment changer toutes nos manières de penser, nos manières de vivre, nos manières de se coordonner, de s'organiser, de travailler, de penser nos loisirs, etc., etc. Notre éducation, notre rapport aux jeunes, notre rapport aux vieux. C'est pas simplement à la marge, dire bonjour à la dame, se moucher le nez, etc. C'est vraiment repenser complètement notre culture. Et ça, capitale européenne de la culture, si c'est bien managé, ça peut servir à ça. En tout cas, c'était super intéressant, Philippe, pour ton analyse et ce regard. Et je pense que oui, effectivement, il y a un vrai débat et il y a vraiment aussi une volonté, je pense que dans ce dossier qui est important. Et comme tu as très bien dit, si loin, si proche, tu as très bien répondu. Et pour la dernière question qu'on voudrait te poser, par rapport un peu à un côté authentique de ta personnalité, tu as voté quand pour la première fois pour les élections européennes? Alors là, j'en sais rien. Bon, ça fait des années du coup. J'ai voté la première fois qu'on a voté pour les élections européennes. Je crois que j'ai eu 18 ans en 73. C'est Giscard d'Estaing qui nous a donné le droit de vote à 73. À partir de 73, j'ai voté à toutes les élections auxquelles j'ai été convoqué. D'accord. Donc j'ai voté. Alors, je crois que le Parlement n'était pas élu au suffrage universel à ce moment-là. Mais dès qu'il a été élu, j'ai voté. Voilà. En tout cas, est-ce que tu veux finir par dire quelque chose par rapport à ce sujet et cette candidature, un message que tu voudrais diffuser? Le message que l'on peut dire, parce que je ne veux pas faire de propagande électorale, mais c'est là on rentre dans une année. On sait qu'aujourd'hui on reproche beaucoup parce que en France, notamment les décideurs politiques, quand les choses vont bien, c'est grâce à eux, c'est grâce aux maires, c'est grâce aux députés, c'est grâce aux ministres, etc. Et quand ça va pas, c'est de la faute à l'Europe. Oui. Et nous, ce que nous voulons dire, c'est que quand les choses vont bien sur nos territoires, c'est aussi grâce à l'Europe, parce que dans la plupart des projets qui sont portés par les maires, par les députés, par les présidents d'intercommunalités, ils sont aussi financés par les questions européennes, où ils sont portés par des projets qui sont portés par l'Union européenne. Par exemple, l'Europe des fleuves. Ici, là, on parle de la Seine, le fleuve, la Seine, etc. Oui. Eh bien, il faut savoir que ça, c'est un projet européen, l'Europe des fleuves. Et donc, il est absolument essentiel de réconcilier l'Europe avec les citoyens et que, notamment, l'élection, après, les gens ils peuvent voter pour qui ils veulent, à droite, à gauche, le problème, pour nous, il n'est pas là, mais il est absolument essentiel qu'on aille voter pour
aux élections européennes prochaines et qu'on aille voter sur des problématiques européennes et non pas pour sanctionner le tel ministre ou tel président de la République ou tel maire parce qu'on n'est pas de son côté. Je l'ai entendu hier sur France Info, pour pas nommer la chaîne, mais un représentant d'un parti politique qui disait les élections européennes, c'est quelque chose d'essentiel, il faut rejeter Macron, il faut lui dire que le peuple n'en veut pas. Il n'a pas dit un seul mot de l'Europe. Pour lui, l'élection européenne de juin prochain, c'est une élection pour sanctionner le président de la République française. Eh bien ça, c'est une stupidité sans nom. Et moi, voilà, si j'ai un message à dire, allez voter et allez voter sur les projets européens. Et nous, en tant que mouvement européen, on va essayer de vous faire connaître ce que fait le Parlement européen pour le quotidien des Cénomarins. Voilà. Merci Philippe pour cette belle intervention et puis ce côté historique et puis aussi l'ambition justement de ce mouvement que vous avez et pour cette dernière table ronde qui était pertinente et intéressante. On vous dit à très vite et à bientôt.